Bien, alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a, il y a un son que j'entends derrière. Non, c'est juste l'enregistrement, voilà. D'accord, ok. Bien, alors je vous souhaite la bienvenue à ce premier événement de la semaine ramadanesque du coaching, organisé par notre cabinet, notre cher cabinet Horizon RH. Tout d'abord, je me présente. Je crois que pour la plupart des personnes ici présentes, on ne me connaît pas. Nora Mécoire, coach personnel et professionnel, un pur produit de notre cabinet Horizon RH, lauréate de la 8e promotion du cycle Coaching Pro. Et j'ai également suivi une formation sur l'analyse transactionnelle au sein du même cabinet à travers 2 cursus de formation. Et ces 2 cursus de formation ont été animés par une référence de l'AT à l'échelle européenne. J'ai nommé Madame Christine Chevalier, ici présente, que j'ai vraiment le plaisir de voir parmi nous ici et qui va nous faire le plaisir aujourd'hui de nous parler des apports de l'AT au service du coaching. Avant de lui céder la parole, je tiens à présenter Madame Chevalier. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est formatrice, elle est coach, elle est enseignante et superviseure en AT. Elle intervient dans de nombreux pays, y compris chez nous, au Maroc. Elle est l'une des pionnières du développement de l'AT dans le domaine de l'organisation et également dans le domaine du conseil en France. Elle est présidente de la commission de certification de l'EATA. L'EATA, c'est l'association européenne pour l'analyse transactionnelle. On dira AT pour faire plus court, hein, vous verrez, je ne vais pas dire à chaque fois analyse transactionnelle. Et elle est auteure de 3 ouvrages sur l'AT. Le premier ouvrage, Découvrir l'AT, qui est, à mon humble avis, un ouvrage de référence pour découvrir ce que l'AT réellement, donc qui porte bien son nom. C'est un livre de référence sur l'AT, un livre que j'ai dévoré et que j'utilise aujourd'hui comme un livre de chevet, un livre que je consulte comme un dictionnaire. Le deuxième ouvrage, Savoir faire face aux émotions au travail. Et le troisième, S'entraîner à l'AT au quotidien. Alors, tous les 3, pour les personnes qui sont intéressées, sont aux éditions Interéditions. Je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend bien. Jusque-là, il n'y a pas de souci? Parce que là, je ne vois pas de... Tout est bon pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Bien. Oui, alors, il faut juste faire attention quand tu bouges des papiers, etc. À côté du micro, ça fait du bruit. Très bien. Ok. Merci pour la remarque, Christine. Donc, comment ça va se passer durant ce webinaire? Nous avons une petite heure devant nous, une petite heure de voyage en compagnie de Madame Christine Chevalier, autour du thème « Les apports de l'AT au service du coaching, dans la pratique du coaching ». De temps en temps, Madame Chevalier va s'arrêter pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller vers vos claviers, poser vos questions, partager vos réflexions. Et donc, on est là pour vous écouter et Madame Chevalier se fera le plaisir de répondre. Donc, vous pourrez le faire verbalement ou bien à travers la fonction de chat. Et enfin, avant de passer la parole à Madame Chevalier, à notre chère intervenante, je voudrais juste dire un petit mot en guise d'introduction. C'est que tous les métiers d'accompagnement dans la relation d'aide ont forcément un référentiel. Un référentiel, c'est un cadre de référence, c'est un modèle, c'est une approche. On peut l'appeler comme on veut. Et quand on parle de métiers d'accompagnement en relation d'aide, on parle des thérapeutes, on parle des formateurs, on parle des éducateurs, des thérapeutes, etc. Donc, tous ces gens-là ont forcément des référentiels qui apparaissent dans leur façon, dans leurs approches, dans leur façon d'approcher leurs clients, dans le vocabulaire qu'ils utilisent, dans les outils qu'ils utilisent, leurs méthodes. Et l'AT fait partie de ces approches. Elle est l'une de ces approches parmi les plus utilisées au service du coaching, mais pas seulement au service du coaching, mais également au service des autres professionnels des métiers d'accompagnement. Et sur ce, donc, je cède la parole à Madame Chevalier. Je crois que j'ai suffisamment parlé. Merci Christine d'être là. Je te souhaite le bienvenue parmi nous à travers ce webinaire. J'espère te voir
bientôt parmi nous et que tu sois en personne avec nous. Bien, merci. Merci beaucoup, Nora. Merci vraiment. Je suis très honorée de voir tout ce monde-là qui est venu m'écouter. Je vous remercie tous. Je vois quelques têtes connues. Je vois par exemple Alexandre qui vient du Liban. Hein. Bonjour Alexandre, qui est un conseiller au Liban. Et je vois des personnes qui sont en formation avancée avec moi, Shafi, Karim, Nora, Salima, oui, voilà. Donc je vois plusieurs personnes, ça me touche beaucoup. Christine, Oui. pardon, je t'interromps parce qu'apparemment beaucoup de personnes auraient des problèmes de son. Donc je demanderai à Karima. Ils ont des problèmes de son avec moi? Ils ont des problèmes de son. Je vois beaucoup non, parfois c'est juste la personne qui a un problème de son. Donc c'est bon. Moi c'est bon, Karim aussi. Il faut essayer de redémarrer. Pour ceux qui n'ont pas un bon son, ici ça marche très bien. Des fois, il faut juste redémarrer. Très bien. Redémarrer la machine, tu veux dire? Oui, parce que des fois, c'est des ajustements, ça dépend des appareils. Est-ce que vous voulez, je vous laisse une seconde pour que vous puissiez arrêter et revenir? Non. Oui, Pour nous, c'est bon. Pour nous, c'est bon. Juste la personne qui a un problème. D'accord, très très bien. Merci Karim pour la technique. Okay. Ce que je peux dire, c'est comme a dit Nora, l'analyse transactionnelle, c'est vraiment une théorie, un outil, un cadre de référence qui peut être très très intéressant dans beaucoup de métiers, et particulièrement tous les métiers où la qualité relationnelle est importante. Et évidemment, un psychothérapeute, il a intérêt à avoir une bonne qualité relationnelle avec son client. Et un coach aussi, un manager aussi, un professeur aussi, un conseiller aussi. La force vraiment de l'analyse transactionnelle, c'est d'aider chacun à pouvoir établir entre lui et les personnes dans son métier une belle qualité relationnelle. C'est fondamental. Si vous avez cette passion-là, vous allez tout de suite trouver des choses intéressantes dans l'analyse transactionnelle pour vous. Et moi, c'était un de mes intérêts quand j'ai commencé ma vie professionnelle ou même avant. Et j'ai rencontré l'analyse transactionnelle, j'avais 30 ans, donc ça fait quelques années de vol. Et j'ai tout de suite été interpellée par deux choses. Le profond respect des personnes, soit les personnes qui étudient, mais soit les personnes avec qui on va utiliser l'analyse transactionnelle, le profond respect des personnes et la clarté. Vous pouvez mettre des mots sur des processus complexes. Je pense que vous avez cette expérience-là. Vous ne devez pas aimer quand quelqu'un est en train de vous observer, de vous analyser, etc., et vous ne comprenez pas ce que fait la personne. Vous avez envie de participer à cette compréhension-là. Vous avez envie qu'on vous explique pourquoi ceci, pourquoi cela, avec des mots accessibles. Et le créateur de l'analyse transactionnelle, qui s'appelait, il est mort, le brave homme, s'appelait Eric Berne, c'était vraiment sa passion de départ. Faire en sorte qu'on puisse permettre, dans le domaine psy au départ, qu'on puisse discuter avec la personne, les mettre ensemble avec nous dans le bateau, qu'ils puissent comprendre ensemble. Donc, ça a été ma passion au départ et depuis lors, je n'ai jamais été déçue par ça. Et du coup, Nora vous a dit que je suis à la commission de certification au niveau européen. La chance que ça me donne, c'est que je rencontre des personnes qui sont passionnées par l'AT dans tous les pays. Et je retrouve la même chose, la même passion, le même intérêt. Donc la communication est agréable parce que vous parlez, même si vous ne parlez pas bien la langue, on dit tous qu'on parle l'anglais de l'EATA, c'est-à-dire un anglais qu'on a appris sur le tas, qui n'est pas aussi parfait qu'un british ou un américain. Et ce qui nous réunit, c'est ça, c'est la qualité, la clarté relationnelle entre nous. Quel que soit le métier, quel que soit le statut de la personne, quel que soit… il y a des gens, lors des congrès, par exemple, qui me parlaient de tel ou tel grand monsieur très connu, et je disais, tu ne l'as pas vu, j'étais en train de prendre un café avec lui. Ah bon, c'était lui? Ah oui, c'est un monsieur normal, hein, il n'est pas plus différent que toi et moi, ça ne se voit pas sur sa figure qu'il est un grand ponte. Voilà, et ça, c'est aussi le cadeau que je veux vous donner. Si vous êtes intéressé pour le coaching, le coach doit avoir une qualité relationnelle et rester une personne normale. Il ne doit pas essayer d'être, je ne sais pas quoi, prendre un air
ceci, cela. Voilà. Donc, ça, c'était ce que j'avais envie de vous dire au départ. Et puis, bon, vous allez dire, Madame Chevalier, vous avez les cheveux gris maintenant, et alors, vous aimez toujours l'analyse transactionnelle? Ben oui, j'aime toujours l'analyse transactionnelle. Que ce soit pour un débutant ou une personne qui a énormément d'expérience, j'aime toujours l'analyse transactionnelle pour ça, parce qu'il y a des valeurs profondes. Et ce sont ces valeurs qui me portent dans les relations, quoi. Voilà. Donc, je vous ai sélectionné, j'ai pris un petit PowerPoint que je vais vous montrer. Je vous ai sélectionné quelques concepts, quelques idées pour soutenir mon propos. Donc, alors, alors, attends un instant, comment je fais moi ça? Écran partagé, où est-ce que c'est l'écran partagé? Est-ce que j'ai la main? Ah oui, écran partagé. Voilà. Vous êtes en train de partager votre écran. Diaporama à partir du début. Alors, vous allez me dire si vous la voyez. Hein? Oui, on voit. Voilà. Analyse transactionnelle est-elle utile pour le coaching? Oui. Ok, très bien, merci. L'analyse transactionnelle, c'est une théorie de la personnalité. Le coaching, ça s'adresse à des personnes. Donc, si je peux mieux comprendre la personnalité de la personne, si j'ai des mots pour comprendre sa personnalité, des mots simples pour comprendre sa personnalité, merci l'analyse transactionnelle, ça va m'aider. Est-ce que c'est utile pour le coaching? Oui, concernant tous les thèmes de communication. Comment, moi, en tant que coach, je communique avec mon client, comment mon client communique avec moi, et aussi peut-être pour l'aider, pour illustrer, parler avec lui, comment il peut améliorer sa communication avec les gens avec qui il travaille. Et c'est aussi une théorie comment dirais-je, qui analyse et qui approfondit la structure et la dynamique des groupes et des organisations. Ça veut dire que le coaching, c'est bien pour le développement personnel de quelqu'un, mais ça peut être aussi pour le développement d'un patron d'équipe, d'une organisation, d'un système complexe, pour un directeur d'école, pour une association caritative, etc. Donc, on n'est pas centré uniquement sur la personne, mais on n'est pas centré uniquement sur la relation, on est aussi centré sur le groupe. Et comment on peut aider quelqu'un à améliorer la dynamique du groupe, l'efficacité, la rentabilité, si c'est une question de rentabilité, l'ambiance, etc. Alors, quand on parle de champ en analyse transactionnelle, ça veut dire qu'on a nommé 4 zones de métiers. Il y a tous les métiers du conseil, tous les métiers de l'éducation, ça vous y trouvez par exemple les professeurs. Ils ont un travail spécifique, le professeur, parce qu'il a un travail avec les élèves individuellement, mais il a aussi un travail de groupe classe. L'organisation en tant que telle, là, ça s'intéresse au système complexe d'une organisation, le manager à l'intérieur de son système ou le patron à l'intérieur de son système, et la psychothérapie. Donc, les personnes, je ne sais pas qui sont les personnes qui sont dans ce webinaire ici, mais les personnes, en fonction de votre métier, vous apprenez tous la même théorie, mais à un moment, la manière dont vous allez apprendre à la pratiquer va être différente en fonction de votre métier. Un psychothérapeute fait un certain type de travail, un coach qui est dans le champ du conseil, par exemple, ne peut pas faire. Ce n'est pas son domaine, il n'est pas formé pour la psychothérapie. Et un coach qui fait du coach individuel, il est dans le conseil. Un coach qui coach des patrons d'entreprise, il est dans le champ de l'organisation. Voilà, ça donne des repères sur quels sont les domaines sur lesquels, une fois que tout le monde a appris les mêmes concepts, comment on va pratiquer les concepts. Alors, la philosophie. C'est vrai que toute personne qui étudie l'analyse transactionnelle et qui s'y passionne et qui reste passionné par ça, il est porteur d'une philosophie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gens sont nés OK. Ça veut dire les gens, attendez, j'ai un problème de vision avec le truc sur le côté, voilà. Ça veut dire que chaque être humain est digne de respect et a de la valeur. Ça veut dire que le premier regard qu'on va avoir sur son client, c'est que de toute façon, il est digne de respect et il a de la valeur. Alors l'autre, c'est les gens sont des êtres intelligents, chacun a la capacité de penser par lui-même. Ce que voulait dire Berne avec ça, il disait, les gens sont capables de comprendre eux-mêmes leurs problèmes
et de trouver eux-mêmes la manière de le résoudre. À nous de lui donner matière à réflexion, à nous de lui donner des concepts. Ce n'est pas nous qui prenons le pouvoir sur notre client, pas du tout. C'est d'instaurer une relation égalitaire. Et c'est intéressant pour le professeur avec les élèves, c'est pareil. C'est pareil. Si l'enfant pose un problème dans la classe, il est mis dans le vélo avec le prof pour qu'il cherche, lui, la capacité à penser par lui-même sur les problèmes auxquels il est confronté. Et Berne disait, il avait une vision aussi que moi j'ai trouvé à l'époque, j'ai trouvé très interpellant. Berne disait, si ton client, toi, monsieur ou madame professionnel, si ton client ne guérit pas, ne remets pas en question ton client en disant, bah, de toute façon, ce client, il ne veut pas changer, ni le développement de ce client, ni la motivation de ce client. Ne remets pas ça en question. Par contre, remets en question ta pratique avec ce client. C'est peut-être toi qui ne sais pas bien pratiquer ta propre compétence. Peut-être que tu as un problème de compétence, ou bien la théorie que tu vas utiliser auprès de ce client. Eh bien, ne disais pas que l'analyse fractionnelle règle tout. Non, l'analyse fractionnelle ne règle pas tout. Il y a d'autres choses qui peuvent être utiles pour les clients. Il faut avoir cette intelligence de base je ne sais pas si vous avez rencontré des gens, il y a des gens, des fois, ils ont des commentaires sur les autres qui sont un peu abrupts. Hein. Ouais, mais il est trop bête, il est stupide, il ne veut pas changer, il est comme ci, il est comme ça. Et oh, est-ce que tu as regardé, toi, comment tu travailles? Est-ce que tu remets un petit peu en question? Ah, ça, c'est dans la philosophie. Alors après, une autre chose qui est très, très intéressante dans l'analyse fractionnelle, c'est qu'il y a une petite phrase que j'avais appris très, très tôt, c'est pas d'analyse transactionnelle en dehors d'un contrat. Ça veut dire, n'utilise pas l'analyse transactionnelle avec la personne si tu n'as pas un contrat avec elle de l'utiliser. Ne fais pas de thérapie sauvage, ne fais pas de diagnostic sauvage. Allô? Allô? Il s'est passé quoi? Il y a un bruit, quelqu'un a ouvert son micro et il y aurait un enfant derrière, il me semble. D'accord. Ah bah oui, ça l'intéresse. Hein. Voilà. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est tous les gens qui apprennent l'analyse fractionnelle, c'est normal que vous ayez envie de l'utiliser. Et ne l'utilisez pas avec les gens si vous n'avez pas un accord avec cette personne de le faire. Vous pouvez penser, vous pouvez réfléchir, vous pouvez observer. Pas, par exemple, pas faire de diagnostic sauvage. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, des fois, il y a des gens, ils vous balancent un diagnostic, vous n'avez pas demandé à ce qu'on vous dise que vous avez tel problème ou tel autre. C'est horripilant. Excusez-moi de dire ça comme ça. L'autre chose qui est importante, c'est que l'analyse fractionnelle doit être toujours utilisée avec les personnes dans un langage simple et accessible. Simple et accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 12. Il n'y a pas besoin d'utiliser des mots trop complexes, etc. etc. Non, 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 non. Ça reste simple, ça reste accessible. À nous de parler à la personne comme à une personne normale, adaptée à son niveau, etc. etc. Jusque-là, ça va? OK, merci Nora. Alors, qu'est-ce que c'est qu'établir un contrat avec la personne? Eh ben, le contrat, vous le savez en coaching, ceux qui font du coaching, vous le savez, vous l'utilisez déjà. C'est un engagement bilatéral en vue d'une action bien définie. Ça peut clairement dire qu'est-ce que, monsieur le client, tu dois faire pour sortir de ta difficulté et qu'est-ce que moi, monsieur le coach ou madame le professeur, je dois faire pour sortir de la difficulté dans laquelle on est. J'ai accompagné une femme qui est professeure, elle est professeure de français, prof principale, classe de 6e. Et elle dit à ses élèves, au premier trimestre, elle dit, on a un problème dans la classe, la moyenne de la classe est très mauvaise. La moyenne générale de la classe, c'est 6. Ce n'est pas acceptable. Il faut absolument progresser. Alors, elle dit aux élèves, bon, on va trouver des méthodes. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif pour le deuxième trimestre? 12, madame, 12. Elle dit, ah non, 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 on n'arrivera jamais. On ne va pas partir de 6 maintenant pour arriver à 12 le trimestre prochain. Qu'est-ce qu'on prend? 9, madame, 9. D'accord, on va faire 9 moyennes de la classe. Alors, comment on va faire?
Ah, mais alors à ce moment-là, on pourrait faire des sous-groupes, vous nous donner des exercices. Et puis, alors, quand on vous donne nos devoirs, est-ce que vous pouvez corriger les devoirs assez vite? Parce que des fois, vous attendez 8 jours pour nous les donner, puis on a oublié. D'accord. Ils ont négocié comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et est-ce que vous savez combien ils ont eu au trimestre suivant? Quelqu'un me fait une offre? C'est bien le 12 qu'ils voulaient? Non, quand même. Ils ont eu 10. D'accord. Ils ont eu 10. Ils ont eu 12 au troisième trimestre. Et au second trimestre, ils ont eu 10. Donc, l'idée, j'ai adoré cette histoire parce que c'est vraiment, on y va ensemble. Donc, les gamins, ils devaient faire des trucs, ils devaient un peu travailler un peu plus. Et madame le professeur aussi devait changer un peu ses méthodes pour pouvoir aider les élèves. Alors, on est un peu dans le brouillard des fois quand on arrive en coaching, hein, soit comme coach, soit comme client. Hein, des fois, c'est un peu le brouillard. Alors, monsieur le client, madame le client, elle arrive souvent, je pense que vous avez tous cette expérience, que vous soyez coach ou que vous soyez manager, ou que vous soyez, je ne sais pas, il y a d'autres, je n'ai pas fait le tour des métiers. Le client, c'est-à-dire l'interlocuteur avec lequel je vais utiliser l'analyse transactionnelle, souvent, il arrive en se plaignant. Je ne suis pas content, je suis malheureux, je n'ai pas ce que je veux, je n'en sors pas. Bon, une plainte, une souffrance. C'est OK de se plaindre et de souffrir. Bien sûr. Enfin, non, c'est OK de se plaindre et de nommer sa souffrance. Mais bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait après? Le client, le coach doit l'aider à passer à une demande. J'ai bien compris tout ce qui est difficile pour vous. J'ai bien compris que vous souffrez de ceci et de cela. Il reformule, il reformule, il reformule, tout ce qu'il a compris. Maintenant, monsieur le client, le coach, doit l'aider à passer de la plainte à la demande. D'accord? C'est-à-dire un peu un objectif. Qu'est-ce que, si nous travaillons ensemble, où est-ce qu'on veut arriver? Qu'est-ce qui pourrait être réaliste pour vous? Qu'est-ce que vous voulez comme résultat du coaching? Alors, ça peut être, par exemple, je sais pas, le client peut dire, je voudrais arriver à faire des demandes claires à mon patron, être plus efficace dans la manière de, etc., etc. Et le coach, une fois qu'il a accepté, une fois qu'il a accepté la demande et qu'il l'a compris et qu'il dit oui, ok, moi je vois ce que vous voulez, c'est réaliste, le coach qui pratique l'analyse transactionnelle, on est bien en train de parler de ça, hein, il doit expliciter ce qu'il va faire concrètement avec le client. C'est pas uniquement je suis d'accord, c'est pour arriver à cet objectif-là, voilà comment je vais faire avec vous. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais faire, pas uniquement je vais vous demander. Et le client doit donner son accord. Ça, c'est l'esprit du contrat de quelqu'un qui travaille avec l'analyse transactionnelle pour aider quelqu'un. C'est les 4 étapes par lesquelles il passe. Alors, soit vous avez des clients, ils se plaignent, ils ne font pas de demande. Soit vous avez des clients qui font des demandes très claires, mais vous n'avez pas compris pourquoi. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Donc, on remonte et on va chercher ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai réfléchi, j'ai écouté mon client, et un concept qui est extrêmement intéressant, il arrive. Quelquefois, notre client, il est inhibé par rapport à ce qu'il devrait faire. Il n'ose pas faire des demandes, il n'ose pas, je ne sais pas, on n'a pas pris d'exemple de coaching, mais si c'est quelqu'un qui a des problèmes avec son patron ou des problèmes dans son équipe, il n'ose pas s'exprimer clairement, il n'ose pas demander, etc., etc. Donc, l'inhibition, je pense que c'est un mot suffisamment clair pour tout le monde. Ça bloque la personne dans son action. Il y a des caricatures d'inhibition que vous connaissez peut-être dans la vie dite normale, familiale, ordinaire, etc. C'est quelqu'un qui dit oh là là, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et le conjoint lui dit va voir le médecin. Oh non, 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 non. Et puis 3 jours après, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Va voir le médecin, appelle le médecin. Oh non, j'ai trop peur. Ah, oui, mais si la personne reste dans l'inhibition et qu'elle a trop peur et qu'elle a un problème de santé, le problème de santé va exploser, va prendre trop de place.
Voilà. Donc, l'inhibition, si vous voulez aider quelqu'un dans le coaching à avancer sur ses problèmes et que vous vous êtes mis d'accord qu'il avait des tâches à faire, s'il est inhibé, il va falloir trouver une solution pour l'aider à sortir de son inhibition. Deuxième, c'est la suradaptation. Alors, la suradaptation, c'est des personnes, vous savez, ce que je dis quelquefois, ils sont polis, gentils, bien élevés, tout est bien propre, tout est bien nickel, ils sont bien adaptés, ils sont parfaits. Et ils font oui, monsieur, oui, j'ai fait comme vous m'avez dit, oui, je vais faire comme vous me dites. Mais vous avez l'impression que vous ne trouvez pas la vraie personne derrière. Elle est trop lisse, elle est trop polie, elle est trop bien élevée, elle est trop. Bon, je ne sais pas si est-ce que peut-être mon schéma vous suffit. Trop parfaite, quoi. Et vous n'arrivez pas à découvrir sa personnalité. C'est monsieur et madame, tout va bien. OK, pas de problème. Alors que vous savez que la personne a un vrai problème. C'est-à-dire, par exemple, si la personne ne résout pas son problème, elle va avoir professionnellement une difficulté importante. Il faut qu'elle sorte de son problème. Elle ne le fait pas. Ou elle va le faire de la manière dont elle voudrait que vous lui dites comment il faut faire. C'est là le piège. Hein. C'est là le piège. Hein. Si vous lui dites ce qu'elle doit faire, elle dit oui, d'accord, monsieur le coach, je vais faire comme vous m'avez dit. Évidemment, si c'est comme vous m'avez dit, je fais comme vous m'avez dit et non pas comme c'est dans la réalité. Troisième manière, c'est l'agitation. L'agitation, elle est assez facile. Bon, nous, je suis française. Donc, l'agitation, culturellement, chez nous, c'est très typique. Ce sont les personnes, quand ils vous parlent de quelque chose et que vous commencez dans le coaching à avancer vers le nœud du problème, hein, le sujet qui est un peu délicat, elle part à gauche, elle part à droite, elle part d'un truc, elle part d'autre chose. Elle ne reste pas centrée sur l'endroit où elle devrait parler. Par exemple, vous lui dites, elle revient d'une séance de coaching, elle revient à une séance de coaching et vous dites, bon, alors comment ça s'est passé depuis la dernière fois? Vous aviez pris la décision, vous aviez choisi d'aller voir votre patron pour discuter de quelque chose, donnez-moi des nouvelles. Ah non, attendez, avant, il faut que je vous raconte que ceci, que cela, que cela, que cela. Oui, d'accord, très bien, mais concernant l'exercice que vous deviez faire, la mission que vous aviez accepté de faire. Non, j'ai absolument besoin, avant de vous parler de ceci, de vous parler de cela. Ça veut dire que la personne, elle fuit, elle part dans tous les sens, sauf là où elle devrait se centrer. Ça, c'est assez typique. On rigole en France parce qu'on le voit assez facilement, ça. Chez vous, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Hein. On a tous des paramètres culturels en fonction des pays, en fonction des cultures, donc c'est vous qui savez. Et la quatrième manière de poser un problème et de ne pas régler son problème, c'est l'incapacitation. Bon, c'est un mot un peu inventé pour dire la personne se rend incapable de. Ça veut dire quoi, se rendre incapable? Alors, elle est malade, elle a des migraines, elle se casse une jambe. Alors, des trucs qui nous font des fois un peu sourire. C'est un manager que vous avez aidé à se préparer à animer une réunion extrêmement difficile pour lui, le grand patron, etc. Vous avez tout fait pour l'aider. Et quand il revient, vous dites, alors comment s'est passée la réunion? J'étais à faune, je ne pouvais plus parler, je n'ai pas pu faire ma réunion, j'étais à faune. Et la personne est vraiment à faune. Elle n'a pas fait exprès, mais elle est vraiment à faune. Elle s'est rendue incapable. Donc, il y a plein de méthodes de se rendre incapable, tomber malade, se casser une jambe, etc. Ça, c'est l'incapacitation, c'est la violence tournée vers soi. Et il y en a d'autres, quand le problème est vraiment trop prégnant, au lieu d'être dans l'incapacitation, ils sont dans la violence. Alors ça, la violence, vous savez ce que c'est, parce que dans tous les pays, on voit ça. La violence, c'est quelque chose qui est tourné vers l'autre. La personne agresse l'autre. Ça peut être des escalades très, très violentes, hein, très dures, éventuellement même jusqu'au meurtre, ça peut aller jusque-là. Ou alors destruction de matériel, etc. Des fois, dans les entreprises, on voit ça. La personne elle est tellement furieuse qu'elle se met à casser le matériel avec lequel elle devait travailler. Alors, évidemment, il vaut mieux s'arrêter avant. Hein. Alors, je vais faire un petit break là pour savoir si vous avez des questions, si vous souhaitez me demander quelque chose.
Justement, je viens de laisser un petit message en précisant que vous pouvez laisser vos questions ici à travers la fonction chat ou bien vous pouvez les poser verbalement maintenant puisque Madame Chevalier s'est arrêtée. Donc, s'il y a des questions éventuelles, elles sont les bienvenues. Allô? Oui, bien sûr, je suis là, oui. Bonjour, c'est Kamal Mourchid. J'ai une question. Oui. Madame Chevalier, vous êtes en train de parler du concept de la méconnaissance et de la passivité. Moi, j'aimerais poser une question. Je sais que si je me rappelle bien, ce n'était pas Eric Berne qui a parlé de la passivité et de la méconnaissance. Moi, je voulais poser une question un petit peu académique. Comment la communauté des analyses transactionnelles, comment vous faites pour, j'ai envie de dire, intégrer de nouveaux concepts dans ce grand champ de l'analyse transactionnelle? Comment ça devient légitime et on donne à ce genre de concept, voilà, comment ça rentre dans le champ de l'analyse transactionnelle? D'accord, très très bien. Bon, là, vous avez utilisé deux termes. Il y en a un qui est juste et l'autre qui ne l'est pas. Je n'ai pas parlé du tout des méconnaissances, j'ai parlé uniquement de la passivité. Ça veut dire la personne a quatre manières d'être passive par rapport au problème auquel elle est confrontée. Donc, depuis que l'analyse transactionnelle a été créée par Eric Berne, il y a une instance qui, tous les ans, si nécessaire, ou un peu plus longtemps, sinon, il y a une instance qui donne le prix Eric Berne. Donc, le prix Eric Berne, ce sont des prix qui sont donnés au niveau international sur les apports que quelqu'un aurait proposés pour faire évoluer l'analyse transactionnelle. Donc, toute personne qui a une idée d'évolution de l'analyse transactionnelle, d'un complément, de quelque chose qui peut apporter un plus par rapport à ce que Berne est mort trop tôt, il avait 60 ans. Tout le monde dit il est mort trop tôt, il n'a pas eu le temps de continuer sa théorie. Donc, il y a du respect et une étude sincère sur toute personne qui propose une évolution, un concept nouveau ou un complément de concept par le biais des prix Eric Berne. Et il suffit d'aller sur Internet et de voir prix Eric Berne et on voit tous les prix qui ont été attribués aux personnes pour un apport spécifique d'un concept ou d'un concept nouveau ou d'un approfondissement d'un concept. Ça va? Ok. Bonjour. Oui, c'est OK? C'est OK? Ok. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Madame Khadi Wafa. Tout à l'heure, vous avez parlé des 4 phases de passivité de la personne dans l'analyse transactionnelle. Est-ce que vous ne voyez pas que, en tant que nous, que accompagnateurs des gens, on peut aider ces personnes-là qu'ils vivent leur circuit de deuil? Parce que tous les 4 passivités sont liées à la peur. Et quelqu'un qui ait peur de changement, il va vivre son circuit de deuil. Est-ce que vous ne voyez pas que si on aide cette personne qui vivre son circuit de deuil, ça va nous aider pour passer des messages et pour accompagner? Oui, alors le circuit du deuil fait partie d'une autre théorie qui est complémentaire, donc c'est une très bonne, comment dirais-je, une très bonne orientation de travail, d'accord? Ici, la spécificité de ces 4 modes de comportement de passivité sont plus liés à des personnalités. Notre personnalité, chacun d'entre nous ici, d'ailleurs, vous pouvez commencer à y réfléchir pour vous-même, quand vous êtes confronté à, par exemple, une situation délicate qui vous stresse beaucoup, vous pouvez instinctivement vous dire « Ah oui, moi, j'ai plutôt tendance en premier à être dans l'inhibition. » Ou quelqu'un d'autre va être plutôt tendance en premier à être dans la suradaptation ou dans l'agitation. Les 3 premiers sont directement liés à nos personnalités. Donc, selon notre base et phase de comportement. La personnalité, ce n'est pas uniquement le comportement. Oui, d'accord. Ce n'est pas uniquement du comportement. Mais oui, je ne sais pas, moi, si je vais donner un exemple très, très ordinaire.
vous avez été faire des analyses médicales et en allant chercher le résultat, vous voyez que le laboratoire a surligné en rouge un truc comme étant dangereux. Hein, très cool, là, il faut aller voir le médecin. Il y a des personnes, ils vont être complètement inhibés, ils vont en parler à personne, ils vont cacher leur truc au fond d'un tiroir, dans leur angoisse, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va dire « Qu'est-ce que tu as pas l'air bien en ce moment ?» Si, ça va. D'accord ? Il y en a une autre personne, elle va demander à tout le monde est-ce que vous avez entendu parler de tel machin et d'après vous, comment ça se soigne, ce genre de choses? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Sans dire que c'est mon problème. Sans dire j'ai ce problème. Et la troisième, elle va être agitée, elle va avoir 3 médecins en même temps, elle va voir un spécialiste, et puis après, elle va aller voir quelqu'un d'autre, elle va oublier les documents du laboratoire, etc. etc. Et on n'est pas pareil. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci. Alors, il y a 2 questions, Christine, pour toi. D'accord. Alors, je prends les deux questions et après, je continue. OK ? Très bien. Donc, il y a une question de la part de ML. Pensez-vous que d'autres cadres de référence pourraient se contredire avec le cadre déterminé par l'AT? Existe-t-il des limites à l'AT dans l'accompagnement via le coaching? Voilà. Pour moi, ce ne sont pas… Enfin, comment dirais-je? Si on accepte l'idée que l'analyse transactionnelle, c'est une théorie d'abord et une technique après, toutes les théories sont complémentaires. Donc, c'est ce que Berne disait d'ailleurs. Hein. Berne, c'est pour ça qu'il disait si l'analyse transactionnelle ne convient pas avec cette pathologie, tu prends un autre cadre de référence. Ce n'est pas un problème. L'analyse transactionnelle ne règle pas tout. Donc, là où on peut trouver des discussions, c'est pas l'objet ici, c'est quand le professionnel a simplement appris une technique, mais pas une théorie. C'est qu'il n'a pas pris le temps de poser un diagnostic précédent. Les techniques peuvent être un peu en contradiction si c'est technique pure. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Pour moi, toutes les théories sont complémentaires. À nous, en fonction du client et de la difficulté, de sélectionner quelle est la théorie qui pourrait être la plus adaptée par rapport à la situation. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parce que j'ai l'impression que la question, elle était longue. Est-ce que ML pourrait nous répondre? Est-ce qu'elle a… Elle est Très clair. Très clair, merci. Ok, super. Beaucoup, tu as dit qu'il y a une autre question, Nora? Oui, il y a une question de la part du coach Youssef. Comment dépasser la barrière de la terreur en utilisant les outils de l'AT? La peur. Attends. Comment utiliser… Non, comment dépasser la barrière de la terreur en utilisant les outils de l'AT? Qui vit la terreur? Le coaché, j'imagine. Ah, c'est toi qui imagines, mais il faudrait que la personne nous le confirme que c'est ça qu'elle veut savoir. Est-ce que Youssef peut nous confirmer ce que j'ai compris? Youssef? Oui, c'est bien ça. Il confirme, le coaché. D'accord. Bon, si c'est la terreur, on n'est pas dans une… bon, moi, j'ai fait de la formation en situation de crise et d'urgence et du débriefing après des attaques à main armée, des machins comme ça. Donc, l'analyse transactionnelle n'est pas suffisante par rapport à ça. C'est clair. C'est clair. Parce qu'on touche un niveau où la personne n'a plus sa conscience pour comprendre elle-même les problèmes, etc., etc. Donc, on est dans l'incapacitation et la violence, comme vous voyez sur l'écran. Hein, l'incapacitation et la violence, mais dans un degré high level, très, très haut niveau. Donc, il faut apporter du contenant et il faut avoir été formé. Alors, il précise, Christine, qu'il parle de la peur du changement plutôt. Ah, c'est plus cool. Voilà, c'est plutôt ça. Bon, d'accord, parce que moi, la terreur… voilà, c'est plutôt ça. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais j'en étais pas sûre. D'accord. OK. Alors, j'ai envie de garder la question pour un peu plus tard parce que je me rends compte qu'il y a peut-être un concept qui serait un apport pour répondre à ça. Est-ce que c'est OK pour la personne que je diffère un peu pour ça? C'est Youssef? Youssef, on peut attendre un peu?
Bah, D'accord. ça l'obligera à rester avec nous jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a Ok. une autre question, on va la laisser pour tout à l'heure peut-être. Non, mais dis-la et puis il faut que j'avance aussi. Alors, Vas-y. de la part de Bruno, ces 4 postures sont des modes de défense pour vivre au mieux un évitement. En fait, c'est une Quoi? question. Attends, je comprends pas. Est-ce que ces 4 postures sont des modes de défense pour vivre au mieux un évitement? Oui. Oui. Oui, ça permet à la personne d'être passive. Vous avez tout à fait raison. Ce sont des modes d'attitude que la personne utilise pour rester passive par rapport à un problème qui la concerne. Donc, elle fuit. Elle fuit par l'inhibition, elle fuit par la suradaptation, elle fuit par l'agitation et elle fuit par l'incapacitation ou la violence. Oui, tout à fait. C'est une manière de se défiler et de ne pas traiter son problème. Ça, c'est vrai. Alors, justement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? J'ai mon petit bonhomme qui se pose des questions. Alors, si c'est l'inhibition, il faut aider la personne à regarder la peur. La regarder en face. Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon... Attends un instant, j'ai un problème de... j'ai un problème de branchement. Ah oui. On t'entend, hein? Voilà. OK. OK. Donc, l'inhibition, il faut aider la personne à regarder la peur en face. Donc, questionner, illustrer, demander de raconter, qu'est-ce que vous imaginez qui va vous arriver, etc., etc. Pour la suradaptation, il faut aider la personne à penser par elle-même. Comment est-ce que tu imagines sortir de cette difficulté? Comment est-ce que tu vas parler de ce problème à ton patron? Comment est-ce que tu vas parler de ce problème à ton fils? Qu'est-ce que tu vas dire au médecin quand tu vas aller le voir? Etc. Bon, je n'ai pas d'exemple de coaching, je ne connais pas vos métiers différents. Comment tu imagines faire ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il y a 2 questions qui sont très simples, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui sont assez simples. C'est quoi faire et comment le faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et comment tu vas le faire? De manière à ce que la personne pense par elle-même au lieu d'imaginer ce que vous voudriez qu'elle fasse. Si c'est l'agitation, il faut aider la personne à cesser de s'agiter. Assieds-toi, tais-toi un instant, écoute-moi et maintenant, dis-moi ce que tu vas faire. Donc, il faut vraiment comment dirais-je, contraindre la personne à cesser de s'agiter. Je vous donne un exemple par rapport au coaching qui est assez, entre guillemets, rigolo et tout en étant respectueux. Le client arrive et vous lui dites, bon, alors, est-ce que vous avez préparé votre liste comme je vous l'avais demandé la dernière fois, vous avez une liste à me préparer. Ah ben non, vous comprenez, j'ai eu plein de problèmes, plein de machins, plein de trucs. Pas de problème, faites-le maintenant. Comment ça maintenant? Oui, faites-le maintenant. Allez-y, je sors, je vais aller me prendre un thé, un café, je vous laisse un petit quart d'heure et faites votre liste maintenant. Faites le travail maintenant. Cessez de s'agiter et agissez. Et le dernier, l'incapacitation, la violence, l'intervention que le coach doit faire, c'est de stopper la personne et contenir, hein, pour éviter qu'elle explose, hein, qu'elle ait une attitude violente, agressive, etc., etc. Il faut apporter un contenant. Et si vous devez travailler avec ce genre de client, il faut faire attention. Quelles sont les ressources que vous avez à côté de vous, hein, dans le bureau d'à côté ou dans, vous comprenez, il ne faut pas être tout seul, hein. Alors, on va continuer. Ça, c'est tous nos modes de fonctionnement. Qu'est-ce que j'avais avant? Oui, c'est ça. Ce sont tous nos modes de fonctionnement, les états du moi. Ce que Berne a appelé les états du moi, ce sont les différentes manières que nous avons de nous comporter dans la relation. On va commencer par en bas. Il a parlé d'enfants libres. Nous avons tous une capacité d'exprimer librement nos besoins. Librement nos besoins et nos émotions. Et quand on exprime librement nos besoins et nos émotions, nous ne sommes absolument pas adaptés. On pourrait même être mal élevés, hein, parce qu'on s'exprime comme un petit enfant de 2 ans. Hein. D'accord? On n'a pas de contraintes. On n'a pas d'éducation, parce qu'on est resté libre. Ou alors, on peut là, ça concerne tout le monde. Hein. Vous et moi, on utilise tout ça. Hein.
Alors, on a une manière que Berne a appelée l'enfant adapté soumis. Ça veut dire la partie de nous, on est poli, on dit OK, on attend, on ne se sert pas en premier de la part de gâteau. Voilà. On laisse passer les personnes âgées avant nous, si ça fait partie de notre éducation. On accepte la règle du jeu. L'enfant adapté rebelle, lui, c'est exactement l'inverse. Il suffit qu'on lui dise fais ci ou ça, il va commencer par se révolter, s'opposer. Non, je ne suis pas d'accord, je vais faire autrement. Nous, on connaît ça en France très, très bien. Ça se repère quand vous parlez avec des gens, et dans les groupes de formation, on voit ça. Vous parlez avec des gens, vous dites, bon, alors on pourrait peut-être commencer à réfléchir là-dessus. La personne commence toujours par dire non. Non, parce que. Pourquoi tu as dit non? Non, je n'ai pas dit non. La personne ne se rend même pas compte qu'elle est programmée pour commencer par dire non. Elle se rebelle en premier, elle dit non d'abord. Ça devient rigolo après, parce que le début de phrase est systématiquement dire non, même si en fait elle est contente. Et quand les gens ne connaissent pas bien la culture française, je leur dis souvent, mais chez vous, il y a aussi de ça, hein, attention, hein, parce que quand je vais chez vous, il n'y a pas que les Français qui sont rebelles. Le rebelle, il va commencer par râler, rouspéter, etc., mais après, il va le faire. Hein, donc, il ne faut peut-être pas se bloquer au départ. Mais je pense que chez vous, la rébellion, vous connaissez tout autant. Hein. La capacité de rébellion. Alors, l'état du moi adulte, hein, c'est la partie de nous qui est tout à fait capable de questionner, informer. Donc, les échanges relationnels, la communication est vraiment basée sur la circulation d'informations. Je demande des informations, je donne des informations. Je sais le faire avec l'état du moi adulte. Le parent nourricier, lui, il a une attitude avec les personnes permissive, mais pas dans le sens je te permets de faire du bêtise. Non, non, non. Dans le sens, il faudrait que je mette des guillemets, c'est j'accepte que tu aies mauvais caractère aujourd'hui, j'accepte que tu sois triste, j'accepte que tu n'aies pas envie de rigoler, j'accepte que tu sois fatigué. Vous connaissez les gens qui vous en veulent quand vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas envie de rigoler. Oh, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, c'est pas drôle. Il manque un peu de parent nourricier. Hein. Le parent nourricier, il est attentionné vis-à-vis de l'autre. Hein. C'est facile pour lui. Donc, la partie, on a tous cette capacité-là. On n'est pas handicapé du nourricier. Et la partie normative, c'est la partie de nous qui est capable d'apporter de la protection, des interdits, des valeurs à défendre, des normes qu'il faut imposer, etc., etc. Tout le monde a ça, on a ça. Simplement, quand vous regardez ça, ça vous fait quoi? La compétence parent nourricier, la compétence parent normatif, la compétence adulte, la compétence enfant adapté soumis, la compétence enfant adapté rebelle, la compétence enfant libre. Si nous ne sommes pas des malades mentaux, nous utilisons tout ça. La différence va être qu'en fonction des personnes, on est un peu plus dans la relation à utiliser le parent, nourricier ou normatif. On est un peu plus dans la relation à utiliser l'adulte. Ce n'est pas très rigolo, quelqu'un qui utilise toujours l'état du moi adulte. Hein, c'est un peu… ça manque un peu de couleur. Hein. Donc, ils sont un peu plus souvent à utiliser dans la relation l'état du moi enfant, que ce soit l'enfant libre, l'enfant adapté soumis, l'enfant adapté rebelle. Donc, une personne normalement constituée comme vous et moi, elle utilise tous avec des prédispositions plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre. Donc, c'est une manière qu'on utilise ça dans la relation. C'est intéressant de nous connaître dans le coaching. C'est intéressant de savoir quel est notre point fort parce qu'on peut incommoder notre client à être, par exemple, trop normatif avec lui. Ça peut ou à manquer d'empathie, manquer de nourricier, ou manquer d'enfants libres à rire. Vous comprenez? On a intérêt à se connaître quand même. Et on a intérêt aussi à connaître l'autre. Comment il fonctionne, pour pouvoir un peu mieux le comprendre. Parce que ce sont des modes de communication. Donc, ça fait des rouages entre nous. Et je vais vous donner… Voilà. Pareil, je vous donne un petit exemple rigolo. La grève est annoncée pour demain. Okay? Dans tous les pays du monde, il y a des grèves. Hein? Donc, la grève est annoncée pour demain. Le parent normatif, il va dire « Tenez compte de l'annonce de la grève de demain ». Le parent nourricier, il va dire
je vous conseille d'anticiper la grève de demain afin de ne pas en être incommodé. L'adulte, il va dire, il y a grève demain. C'est pas très... c'est juste comme ça. L'enfant adapté soumis va dire, je suis désolé de vous annoncer qu'il y a grève demain. L'enfant adapté rebelle, il va dire, ah, vous savez pas, il y a encore un jour de grève et c'est demain en plus. Ça, c'est très typique chez nous. Et l'enfant libre, oh non, il y a grève, zut de zut. Est-ce que ça vous illustre bien ces différentes manières qu'on a de s'exprimer? Elles sont toutes sympas, elles sont un peu rigolotes, elles sont très différentes. Ça dépend de l'état du moi que j'utilise autour de la même information. Et c'est ça qui fait les couleurs relationnelles entre nous. Ça va, je continue ou il y a des questions? Pour l'instant, pas de questions particulières, donc tu peux continuer. Il nous reste encore. D'accord. Il reste 5 minutes en principe. Oh là, donc j'avance un peu plus vite, d'accord? D'accord, ok. Donc, ce concept nous aide à expliquer ce qui se passe au cours du processus de communication. Et donc, là, on arrive au terme transactionnel. Qu'est-ce que c'est transactionnel? C'est, en fait, pour faire simple, c'est la manière dont nous parlons avec les autres. Un stimulus et une réponse. Je vous montre un petit schéma. Voilà. Vous avez vu mon dessin tout à l'heure, je parlais du parent, de l'adulte, de l'enfant, etc., etc. Toutes les flèches illustrent les différentes manières que nous avons de communiquer les uns avec les autres. Alors, c'est sûr que ça fait des combinaisons très complexes et que parfois, on a des problèmes dans la communication parce qu'on n'utilise pas une transaction adaptée à la communication de l'autre. Quand on avance en analyse transactionnelle, on travaille pas mal ça pour être sûr de bien pouvoir se comprendre, etc. Alors, une autre chose que je voulais vous donner par rapport à ça, c'est, on arrive vers la fin, mais c'est un concept en analyse transactionnelle qui est extrêmement important, c'est la croyance fondamentale que quelqu'un a par rapport à la valeur intrinsèque qu'il s'accorde à lui-même et aux autres. Profondément en analyse transactionnelle, c'est extrêmement important. Quelle valeur j'accorde à l'autre, simplement parce que c'est un humain, et à moi. Et c'est le concept que Berne a appelé le concept de position de vie, qui dit « je suis quelqu'un de bien », « vous êtes quelqu'un de bien », ou alors « je ne suis pas quelqu'un de bien » et vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Donc ça peut se combiner dans tous les sens. Ça peut se combiner dans tous les sens. À certains moments, vous savez que vous vous sentez quelqu'un de bien, et il suffit que vous soyez en contact avec Monsieur X ou Madame Y pour qu'éventuellement vous perdiez ce sentiment de valeur personnelle. Tout seul, on se sent toujours très bien. Enfin, c'est plus facile, on va dire. C'est plus facile de se sentir quelqu'un de bien quand on est tout seul. Ça peut être plus compliqué si on est avec d'autres. Surtout si les autres ont une attitude complexe avec nous. Alors, ce petit schéma, il est en anglais, mais je vais vous expliquer. On voit le monsieur qui dit à tous ces animaux extrêmement différents, vous êtes ici pour passer un examen, s'il vous plaît, vous devez, une chose que vous avez à faire, c'est monter à l'arbre. D'accord. Alors, chacun est un génie, d'accord, mais si on juge un poisson par son habilité à grimper à un arbre, ben, il va finir par se sentir stupide. C'est ça l'idée, ça veut dire, j'ai en face de moi une personne, c'est quoi son talent, c'est quoi sa valeur. Et si j'attends de lui qu'il ressemble à un éléphant ou à un singe, c'est pas possible, il va se sentir très très mal. Et donc c'est le regard que je porte sur les autres, et en analyse transactionnelle, ça c'est extrêmement important. Le regard, est-ce que j'ai un regard sur l'autre pour lui faire comprendre qu'il a de la valeur autant que moi, ni plus ni moins. Et donc, c'est ça la fin de toute façon. La manière dont on dit « j'ai de la valeur », c'est ce que vous voyez en haut à droite, « je suis OK », « tu es OK », même si ton caractère est un peu compliqué, tu es quand même quelqu'un de valeur.
Donc, si je travaille avec quelqu'un et que j'ai ce regard sur lui, tu as de la valeur en tant qu'humain, pas de problème, on va avancer ensemble, on va trouver une solution. Ça, c'est la position, je suis OK, tu es OK. Et si je prends la position, je suis OK, tu n'es pas OK, en bas à droite, ça veut dire je suis supérieur à toi. Vous vous rendez compte que vous pouvez, un coach pourrait malheureusement avoir cette attitude-là, ou un professeur pourrait malheureusement avoir cette attitude-là, ou un manager, l'autre va se sentir mal. Et si vous êtes un coach, etc., et que le client est comme ça avec vous, vous allez le sentir tout de suite. Vous allez vous sentir inconfortable, le client n'a pas l'air de vous accepter comme vous êtes. Si de votre côté, c'est je ne suis pas OK et toi tu es OK, c'est-à-dire je me dévalorise et je trouve que toi tu es beaucoup plus intelligent que moi, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela, et je ne vais pas faire du bon travail. Si je suis coach et que j'ai un client que je trouve trop difficile pour moi, trop, je sais pas quoi, trop intelligent, trop, je ne peux pas travailler avec, on ne va pas avancer ensemble. Et si j'instaure une relation à partir de la position je ne suis pas OK, tu n'es pas OK, c'est-à-dire autant toi et moi, nous n'avons pas de valeur, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir faire du bon boulot ensemble. Hein. Ça, c'est clair. Et ce qui est intéressant dans ce concept qui paraît un peu simple comme ça à raconter, c'est une attitude générale. C'est pas ça ne se prouve pas, ça se montre dans la relation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que dans la relation, la personne se sente respectée par vous, alors vous allez pouvoir faire un chemin ensemble. Et si la personne ne le sent pas, vous n'allez pas pouvoir faire du bon travail. Voilà. Je te remercie, Christine. Bon, là, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que là, on arrive pratiquement au bout de notre webinaire. Bon, en attendant qu'il y ait d'autres questions, moi, j'aurais peut-être des questions à te poser, Christine, si tu veux bien. Bien sûr. Je te remercie déjà. On a vu un certain nombre de concepts clés de l'AT avec toi. Tu nous as présenté le principe de base de l'AT, le contrat, la passivité, les différents modes de passivité et également comment agir face à ces différents modes de passivité. Tu as parlé des états du moi fonctionnels. Et tu as parlé des transactions qui sont en fait l'origine même de l'appellation d'analyse transactionnelle venant de transactions, puisqu'à la base, on étudie le psychisme de la personne en fonction de ses relations sociales et donc les transactions qu'il y a entre les personnes et aussi les positions de vie. Maintenant, j'ai une question qui est un peu plus généraliste, oui, bien sûr. qui s'adresse à toi. Toi, en tant que coach, puisque tu as en fait plusieurs casquettes, mais toi, en tant que coach, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser davantage dans la T, beaucoup plus que dans une autre approche. Je sais que toi, tu t'intéresses à plusieurs approches, tu t'es intéressé à plusieurs approches, mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser et à approfondir ta formation, tes connaissances davantage dans la T plutôt qu'une autre approche? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans la T que tu n'as pas trouvé dans les autres approches? Donc voilà, c'est la question. Oui, oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a plu, c'est que il y a une trentaine de concepts. Il n'y en a pas qu'un. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a un florilège de concepts on peut en prendre le plus adapté à la situation. Ce n'est pas un et un seul. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet de poser un vrai diagnostic avant d'agir. C'est-à-dire que c'est presque la moitié du travail va être centré sur le diagnostic d'abord et un diagnostic partagé avec le client. Les mots sont simples. C'est facile de parler aux gens de transaction, c'est facile de parler aux gens de passivité, c'est facile de parler aux gens d'inhibition, ils comprennent. Donc, il y a ça, si tu veux, c'est le florilège de concepts, le fait que ce sont des mots simples sur des processus complexes et qu'on peut partager avec le client. Alors, en plus, derrière ça, c'est qu'il y a une philosophie de… moi, depuis toujours, je trouvais, quand j'étais plus jeune, je trouvais que la vie était parfois difficile. C'est un peu compliqué de se faire écouter, de se faire entendre. Il y a des conflits, il y a de la colère, il y a des gens méchants. Voilà, je trouvais que la vie, quand même, pour un enfant, un adolescent, c'est pas toujours rigolo, quand même. Hein. Je suis pas sûre que ça s'arrange au fil du temps. Hein.
Et j'ai trouvé dans la thé des réponses. J'ai trouvé dans la thé, je peux donc agir et agir dans la relation. Voilà, pas tout seul. Voilà. Et ça reste extrêmement respectueux. Je peux parler de n'importe quel concept à n'importe qui, que ce soit un médecin, un patron, une assistante sociale, une personne analphabète, peu importe. Peu importe. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas un privilège. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans l'analyse rationnelle. Ce ne sont pas des concepts réservés aux grands intellos de la planète. Non, non, tout le monde. Tout le monde peut y avoir droit. Voilà. Donc, ça me convenait bien. Pardon, c'était muet. Donc, effectivement, l'accessibilité, c'est un facteur clé, ou plutôt, c'est quelque chose qui attire dans cette approche, qui est la thé, parce que ça s'adresse à tout le monde, est très simple à comprendre, des notions qui sont très, très vite, qu'on arrive à s'accaparer, à s'approprier très facilement, telles que les positions de vie, etc. Tu as tout dit. Je te remercie, Christine, pour tout ça. Donc, je vois qu'il y a eu certaines remarques, déjà certaines personnes posent des questions concernant les formations. Oui, bien sûr, il y a des formations qui sont organisées par Horizon RH et qui sont animées par Madame Christine Chevalier. Donc, n'hésitez pas à vous adresser directement à Horizon pour ça. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, c'est Magle Ktiani, relation entre AT et MBTI ou PCM. Oui. Oui, mais je comprends. J'ai beaucoup de respect pour le MBTI et pour le PCM, pour la process communication, bien sûr, j'ai beaucoup de respect. La différence fondamentale, c'est que PCM et MBTI, ils font, comment dirais-je, ce sont des tests qui vont poser le diagnostic d'une personne. Et avec l'analyse transactionnelle, on ne fait jamais ça. On ne peut pas faire le diagnostic d'une personne. On ne peut pas classifier quelqu'un du fait même qu'il y a plein de concepts différents et que ce n'est pas l'esprit de l'analyse transactionnelle. Donc, PCM, la personne qui a inventé PCM, c'est quelqu'un qui a été très, très bien formé à la T. Donc, un jour, il en a fait son business avec le PCM, que je respecte, hein, mais on ne considère pas que c'est de l'analyse transactionnelle. Et le MBTI, ça s'inspire d'autre chose, mais ça peut être complémentaire pour quelqu'un qui aurait besoin de réfléchir sur lui-même. Il n'y a pas de problème. On peut dire que c'est complémentaire, c'est un apport supplémentaire, par exemple. Je vois une autre question de la part de Sybille Alaoui. Y a-t-il de relation entre le coaching par les valeurs et l'AT? Entre le coaching et l'AT par les valeurs? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que la personne veut me poser sa question directement? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Je voudrais savoir s'il y a une relation entre le coaching par les valeurs, ça veut dire le coaching éthique, qui est déjà développé largement par l'écrivain Simon Delin. Donc, ça permet à l'intérieur des entreprises comme une pratique de socialiser par les valeurs avec les salariés. Donc, c'est une socialisation éthique en quelque sorte. Alors, j'aime bien cette question. On va être très clair. Le coaching, c'est un métier. D'accord? On est professeur, on est coach, on est formateur, on est manager, etc. Donc, dans le métier du coach, il peut faire du coaching par les valeurs à l'intérieur d'une organisation avec le développement au niveau de l'éthique. Il n'y a pas de problème. L'AT ne va pas faire ça. Elle va être éventuellement un support relationnel pour aider le coach qui veut faire ce coaching-là, pour aider le coach à pouvoir établir une communication claire avec les clients, repérer à quel endroit il y a de la passivité, etc. etc. Vraiment, je prends le coaching comme un professeur de philo ou une personne qui fait un négociateur. C'est un métier profond. Donc, quelqu'un qui fait la négociation, il a toutes ses compétences pour être un très bon négociateur et il peut ajouter l'AT. Quelqu'un qui est professeur, il est un excellent professeur de mathématiques ou de philosophie, il peut ajouter l'AT. Quelqu'un qui fait du coaching, comme vous l'avez signalé, c'est son métier, il peut
utiliser l'AT comme support pour améliorer quelques process, par exemple. Mais ça ne va pas être un remplacement. L'analyse transactionnelle n'est pas un métier. L'analyse transactionnelle est une théorie et une technique et des apports et des outils au service d'un métier. Christine? Oui, Shafik. Et après, je voudrais donner la parole à Alexandre aussi. Shafik, oui. Shafik. Oui, il est passé. Peut-être, oui. Est-ce que j'ai été interrompu? Vous étiez en train de dire quelque chose ou est-ce que tu as terminé? Non, ça va terminé, merci. Donc, ok, très bien. J'aimerais bien de rebondir sur ce que tu as dit pour le coaching. Certes, dans quelques situations de coaching, en général, le coaching, on dit toujours, c'est un processus, une façon d'accompagner et d'aider la personne. Sauf que le coaching, toujours, il a besoin de matos pour approfondir et diagnostiquer parfaitement la situation de votre coaché ou le coaché lui-même. Et le matos, c'est l'analyse transactionnelle, c'est la PNL, c'est les cadres de référence. Et à travers ces cadres de référence, le coach, il devient un peu plus je dirais solide, oui. Peut-être, mais plus averti. Oui. Pour comprendre. Il y a un problème avec ton micro, hein, Shafik. Ta communication, elle est un peu… Ok. C'est pour ça, nous-mêmes, dans l'école, on a tous les outils pour accompagner quelqu'un, mais on cherche toujours à avoir des cadres de référence pour avoir le matos pour l'accompagnement. Oui, quand tu disais ça, tu vois… C'est ça notre intérêt. Ouais, quand tu disais ça, je pensais exactement, j'ai travaillé avec des grands négociateurs, hein, des négociateurs au niveau européen. Un négociateur, c'est un métier. Comme un coach, c'est un métier. Et un négociateur qui fait de l'AT, il a développé un certain niveau de compétence sur un autre plan, tout en faisant de la négociation. L'AT ne lui apprend pas à faire de la négociation. Et j'aimerais bien, dans des situations de coaching, parfois le coaché, on arrive avec le coaché avec des actions, il part, après une semaine, il revient, j'ai pas fait l'action. Ou, par contre, j'ai bien cherché approfondément dans mon problème, dans le site web, j'ai bien lu tel livre et j'ai demandé à quelqu'un, elle est dans suradaptation, et pour le coach, il n'a pas comment accompagner la personne que si elle a des outils de l'AT. Oui, c'est ça. Alexandre, est-ce que tu veux dire un petit… Nora? Oui, il y avait une question que tu avais différée pour la fin, celle du coach Youssef, concernant la peur du changement. Tu lui avais dit que tu allais lui en parler par la suite. Et puis, en même temps, par la suite, j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot sur la durée de formation, puisqu'il y a des personnes qui sont intéressées. D'accord. Donc, Alexandre, est-ce que tu veux dire un mot ou deux, parce que tu es très avancé dans l'analyse transactionnelle. Toi, tu as déjà passé tes certifications, etc. Tu es sur un grand chemin. Est-ce que toi, tu veux dire ce que toi, tu trouves en tant que conseiller psychologique? Tu fais du coaching et du conseil psychologique pour des enfants et des adultes et des familles. Est-ce que toi, tu veux dire ce que toi, tu trouves dans l'analyse transactionnelle? Merci pour ta question, Christine. Je suis d'abord très content d'être avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai retrouvé tellement de concepts que j'utilise beaucoup justement tous les jours dans mon travail. Je pratique l'analyse transactionnelle, on va dire, depuis 2001. Ça fait quand même un petit bout de temps et j'ai beaucoup évolué. Je suis maintenant formateur sous contrat. Et je peux dire qu'en tant que praticien, l'analyse transactionnelle m'a apporté beaucoup de richesses dans l'accompagnement, dans le diagnostic avec les clients, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit toute personne qui est en demande d'aide. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'analyse transactionnelle, c'est son côté humaniste. Comme Christine le disait tout à l'heure, dire des choses complexes avec des mots simples, et ça touche beaucoup les gens.
et la façon d'être avec son propre client, c'est-à-dire le OKness, le OK+, comme on l'a vu. Et ça, beaucoup plus qu'on le pense, j'ai appris par mon expérience que ça se ressent directement avec le client et ça lui permet vraiment d'avancer avec beaucoup de courage et de prendre des risques avec nous, en fait. Voilà ce que j'ai eu envie de dire comme ça. Il y a certainement beaucoup d'autres choses, mais voilà, pour ne pas trop prendre la parole, mais c'est un petit peu ça, voilà, que j'aimerais bien partager, que j'ai bien aimé partager avec vous aujourd'hui. Merci Alexandre. Alors, donc la question qui restait, Nora, tu me la redis, s'il te plaît? Je ne l'ai pas écrit. Ou la personne, si la personne est là, elle me le redit. Nora, tu as bouclé? Nora, je ne t'entends pas. Ton micro. Donc, la question du coach Youssef, c'était à propos de la peur du changement, liée donc à la passivité. Comment dépasser cette peur du changement, aider donc le coaché à dépasser cette peur du changement. Ouais. Oui, d'accord. C'est évident pour tout le monde, dans tous les métiers, que le changement fait peur aux gens. Ça, il n'y a pas un métier qui pourrait me dire non, moi, changer, ce n'est pas un problème. Bon, moi, je change. Non. Le vrai changement, ça fout la trouille, excusez-moi l'expression, les gens ont peur de changer parce qu'ils sont devant l'inconnu. Donc, ça prend du temps. Il faut faire, comme c'est lié à la peur, un gros travail à faire avec la peur, quand les gens ont peur, c'est de leur donner la permission de parler de la peur, et ce n'est pas nous qui pouvons rassurer la personne, c'est la personne qui trouvera comment être rassurée. Je pense que vous avez tous fait l'expérience, quand vous avez peur et que quelqu'un vous dit « mais t'inquiète pas, ça va bien se passer », ça ne vous a jamais rassuré, jamais. Vous auriez eu plus besoin de pouvoir parler de ce que vous appréhendez. Donc, si la personne reconnaît pour elle que c'est important qu'elle change quelque chose dans sa manière d'être, dans son métier, etc., c'est la première étape, il faut qu'elle reconnaisse que oui, elle veut. Parce que si elle ne veut pas, c'est même pas la peine de lui demander de faire quoi que ce soit comme changement. Si elle a clairement dit qu'elle avait besoin d'aide par rapport au changement et qu'elle a la trouille, il faut qu'elle puisse parler de ça, et la peur ne peut pas se régler seule. La peur se règle dans la relation. Il faut que la personne sente une sécurité avec son interlocuteur. Je ne vais pas te lâcher, etc., etc. Il faut que la personne puisse dire « j'ai besoin que tu m'aides pour ça, j'ai la trouille, etc. etc. » Donc, il y a vraiment le lien avec la personne. Je vois Alexandre qui opine de la tête, et il sait ce que c'est avec les enfants, bien sûr. Donc, il y a un gros travail à faire avec la relation. Il y a un gros travail à faire avec comment la personne elle va nommer. Tu as peur de quoi? Nomme-moi, décris-moi ou dessine-moi quand c'est un enfant. Mais ça m'est arrivé de demander à un adulte de dessiner ses peurs, hein, de mettre ça sur un paperboard et de mettre le dessin. Et une fois que la personne, d'ailleurs, dans le livre Faire face aux émotions, je parle de comment on traite la peur. Une fois que la personne elle a pu dire de quoi elle a peur, il faut chercher avec la personne, vraiment chercher avec la personne les options fiables pour elle, pas pour vous. Non. Qu'est-ce qui est rassurant pour elle? C'est quoi les options qui pourraient lui convenir? Tant que la personne n'a pas trouvé d'option, elle n'avancera pas. Ou elle vous dira béni oui, et après elle ne fera rien. Oui, il y a quelqu'un qui met la peur, il faut en faire un allié, capitaliser dessus. Oui, bien sûr, il faut en parler, il faut la faire vivre, il faut qu'elle soit là. Il faut surtout pas la nier, au contraire. Au contraire. Et il faut que la personne… Nommer la peur, c'est la chose la plus difficile pour quelqu'un qui a peur. Il faut qu'il arrive à nommer la peur. Il ne faut pas que ça soit votre définition de la peur de la personne. Il faut prendre le temps. Je vois quelqu'un en face de moi, tu sais, qu'est-ce qui est au pin du bonnet en face de moi, là? Qui est ce monsieur avec des lunettes? Jabran, c'est le nom de famille ou c'est le prénom? Je ne sais pas. Monsieur Jabran. C'est le nom de famille. C'est le nom de famille. Ah, famille. D'accord. Donc, monsieur Jabran, je vois que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Je vous vois très,
très, très actif. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et une chose qui est importante quand on décide d'aider quelqu'un qui a peur, c'est vous de ne pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, vous ne pouvez pas aider. C'est là où les supervisions sont importantes. Hein, qu'on ait un espace pour pouvoir parler. Alors oui, surtout pas de projection, je suis d'accord avec ce que dit la personne. Il ne faut pas projeter sa propre peur sur la personne. Elle a déjà bien assez avec ses peurs à elle, n'apportez pas les vôtres. Et il faut... ce que je dis, c'est complexe. Il faut avoir la sécurité personnelle que la personne va trouver comment dépasser sa peur. Si vous n'avez pas cette conviction, ce n'est pas la peine. Laissez le travail à quelqu'un d'autre. Voilà ce que je pourrais dire pour la peur du changement. Pour moi, je respecte énormément la peur du changement parce que quand la personne commence à en parler, il y a des ficelles qui commencent à s'ouvrir. Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir un changement professionnel? Est-ce qu'il va y avoir un déséquilibre dans la famille? Est-ce que le changement, c'est compliqué? Est-ce que la personne va pouvoir se reconnaître? Ou est-ce qu'elle va pas se reconnaître? Si vous me posez les questions, je vais parler avec vous toute la soirée. Là. Faites attention. Hein. Alors, peut-être la dernière question par rapport aux formations que vous proposez concernant la paix, en passant par le cabinet Horizon RH. Oui, alors moi j'adore ce qu'on fait avec Horizon RH. Quand quelqu'un d'Horizon RH, était Hafsa, quand elle a sonné à ma porte en disant je vous ai trouvé sur Internet et je voudrais que vous veniez faire de la formation au Maroc. Alors moi j'étais folle de joie parce que j'adore le Maroc. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait mon voyage de noces. On a passé 3 semaines avec mon mari au Maroc. J'ai travaillé pour l'OCP pendant 7 ans. Enfin bref, toute ma famille a des liens avec le Maroc parce que mes grands-parents sont bordelais, ils font du vin, donc le vin avec le vin marocain, tout ça, ça marche très bien. Donc j'ai un cœur avec le Maroc, très, très, très… Voilà. Donc évidemment, quand Hafsa m'a dit « Est-ce que vous ne voudriez pas venir faire la formation d'un assistant exceptionnel ?» J'ai dit « Oui, j'arrive tout de suite. » Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau de la philosophie de Horizon. Moi, je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire, j'ai trouvé des gens avec qui la communication est très, très facile, les valeurs sont très communes. Donc, j'ai pu arriver avec mes idées de comment on forme un analyste réactionnel. Donc, ça commence par un séminaire de 2 jours où on raconte plein de concepts. Vous en avez eu quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Je vois Alexandre, il opine du bonnet parce qu'Alexandre, il fait aussi cette première initiation et d'ailleurs, il le fait très, très bien. Donc, ce premier séminaire est génial parce que ça donne une palette, on va dire, simple et complexe en même temps. Mais au moins, vous savez, si soit ça vous suffit, vous dites « Ah oui, c'est ça l'analyse fractionnelle, merci », soit vous dites « Ah oui, et je veux continuer ». Ce que moi, j'ai fait à l'époque, ou ce que Alexandre a fait à l'époque, ou ce que Shafik, Nora, etc. ont fait aussi quand ils ont eu leur 101, qui est le nom du premier séminaire, ils ont dit « On continue ». Donc, quand on continue, on approfondit les concepts. On approfondit, on essaie de se les approprier, on regarde comment ça marche. On commence, alors je pense que vous êtes tous d'accord, ceux qui ont fait la formation, on commence à se poser des questions. Le truc qui nous fait rigoler, des fois, dans les groupes de formation, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh là 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 là, j'avais pas remarqué que moi, je faisais ça comme ça. » Il y a des prises de conscience discrètes, mais néanmoins utiles. Quelqu'un qui se rend compte qu'il utilise trop souvent un nourricier, poupouille, ce qui fait que la personne n'a aucune liberté en face. Enfin, voilà. Donc, c'est une formation qui est concrète, joyeuse, sérieuse, et où on apprend clairement les concepts, tout un tas de concepts, pas tous parce qu'on n'a pas le temps, et on commence à se poser des questions sur son propre mode de fonctionnement. Ce n'est pas une thérapie, hein. Ça, pas du tout une thérapie, une réflexion. Ensuite, quand on a suffisamment travaillé tout ça, on apprend les techniques d'intervention. Les techniques d'intervention, c'est vraiment, on apprend à, c'est quoi le problème, comment est-ce qu'on diagnostique le problème et comment est-ce qu'on peut intervenir dessus pour faire changer et évoluer la situation. Ça, il y a tout un groupe qui en est déjà là et on fait des supervisions, ça veut dire on regarde comment la personne peut pratiquer l'analyse fractionnelle et au bout de quelques temps, la personne peut décider d'aller à la certification européenne qui est internationale, d'ailleurs, elle est valable dans tous les pays du monde. La certification a beaucoup de valeur, c'est un chemin d'intégration, mais par rapport à d'autres cadres de référence que vous pouvez avoir, par exemple,
en PNL ou en coaching ou en je ne sais pas quoi d'autre, en PCL par exemple, la certification en analyse transactionnelle, si je vous donne tout de suite l'information, moins de 5 ans, ce n'est pas possible. Et je peux vous dire pourquoi. C'est que l'analyse transactionnelle, le titre, c'est être analyste transactionnel. Ce n'est pas faire de l'analyse transactionnelle. On fait de la PNL, et on n'est pas PNListe. D'accord? On fait donc on pratique des techniques. En analyse transactionnelle, il faut que les techniques soient intégrées. Donc, c'est une évolution personnelle, et c'est pour ça que aller à la certification, c'est minimum 5 ans. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Moi, j'adore. Demain, je pars en Angleterre. Je vais observer une session d'examen européen qui a lieu en Angleterre pendant 2 jours. Je vais regarder comment est-ce qu'ils organisent leurs examens, etc., etc. Et je vais me régaler. Je vais me régaler parce que je vais voir des professionnels qui font de l'excellent travail. C'est passionnant. J'adore. J'y vais pour leur donner la validation. Oui, votre session d'examen, elle est parfaite. Vous avez fait dans les clous, vous avez certifié les gens et vous avez bien eu raison. Ça, c'est une chose. Et je vais me régaler de voir comment des nouveaux praticiens d'analyse transactionnelle, comment ils pratiquent la thé. C'est un bonheur. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer, vous savez. Bien, je crois qu'on est arrivé au bout de notre webinaire. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que Christine nous transmet sa passion pour son métier, pour la thé. Et c'est vrai que moi, je peux témoigner durant les 2 formations que j'ai suivies. Pardon? Je suis désolé d'intervenir pour vous. Juste, j'ai pris le train en marche, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y aura un replay par la suite. Je n'ai pas assisté vraiment au début. Donc, est-ce qu'il y aura un replay ou un enregistrement? Je pourrais voir ce que j'ai loupé. Vous verrez ça avec Karima, d'accord? Vous demanderez à Karima, OK? On posera la question à Karima, mais moi, je n'ai pas la réponse tout de suite dans les médias à vous donner. OK, c'est bien d'avoir demandé, d'accord. Oui, tout à fait. Donc, je disais, moi, j'ai suivi le 101 avec Christine, j'ai suivi également l'équivalent du 202 avec Christine. Donc, ça fait quelques années que je suis Christine dans le cadre des formations. Et ce qui est formidable en elle, c'est sa passion pour la thé qu'elle nous transmet durant toutes les formations. Et on a plaisir de plus en plus, chaque fois qu'on la rencontre. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid, donc on a eu les formations en ligne. Ça a un petit peu… freiné. Oui, freiné, mais bon, ça ne nous a pas empêché de continuer quand même. Et en tout cas, c'était toujours un peu plus de plaisir à chaque fois parce qu'on découvrait à chaque fois de nouvelles choses, on avait encore plus de plaisir à la rencontrer, à rencontrer le reste du groupe. Je te remercie, Christine, pour la clarté de ton intervention et pour l'excellence de ta prestation, magnifique comme d'habitude. Je te remercie, je remercie tout le monde, tous les participants qui sont venus un peu de partout. Je vois qu'il y a des gens qui sont venus du Canada, du Liban, donc Monsieur Alexandre que je ne connaissais pas, enchanté, de France peut-être. Merci, enchanté. À part Christine, enchantée. Donc je remercie toutes ces personnes-là qui sont présentes avec nous et surtout tenir avec nous pendant ce mois de Ramadan. Donc c'est un peu difficile, je sais. Mais en tout cas, bravo, ça veut dire que tout l'intérêt que vous portez au sujet et tout l'intérêt que vous portez à Christine et donc l'excellence de ses prestations. Je remercie le cabinet Horizon RH également et toute son équipe pour l'organisation de ce webinaire, mais pas seulement ce webinaire, parce qu'on a d'autres activités à venir dans le cadre de cette semaine ramadanesque. Donc, il y a quelqu'un qui vient des USA? Pardon? Les USA? Et des USA, je vois là. Ah, d'accord. Wow. Donc, bienvenue parmi nous. Donc, elle vient de oui, je suis présente des États-Unis. Bonjour à vous tous. Et ça m'a fait vraiment un grand plaisir de revoir des visages de grands amis et grands collègues aussi, notamment Chafer. Vous, Madame Nora, peut-être vous vous rappelez pas de moi, mais moi je me rappelle très bien de vous. Désolée. Il n'y a pas de souci. Certainement, si je vous vois de visu, donc ce sera autre chose. Là, je n'ai qu'une photo, donc probablement. La Rizlan, tabarakallah alayk. Salam alaikum, Chafer, ça va, c'était bien.
Un grand plaisir de pouvoir vous suivre. Je vous suis des États-Unis depuis toujours. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je suis une lauréate de RH Horizon, en fait. Ah, magnifique. Oui. J'ai eu mon diplôme de coaching, de PNL, de Ennéagramme et plein d'autres outils chez Horizon. Et j'ai travaillé avec Horizon aussi. Et où est-ce que vous habitez aux États-Unis? J'habite à Caroline du Nord, la capitale de Caroline du Nord. J'habite à Raleigh. Ouais. C'est intéressant aussi. Voilà. OK. En tout cas, merci à tous. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Il y a un décalage horaire, là, je ne sais pas. Le plaisir est partagé. Merci à Madame Christine aussi. C'était vraiment très intéressant. Et c'est un grand rafraîchissement pour moi aussi. Merci à vous. Donc, je voulais aussi rappeler les 4 autres événements de cette semaine ramadanaise si vous voulez bien. J'espère que vous allez assister en force. Comme aujourd'hui, je vois qu'aujourd'hui, nous avons été jusqu'à presque 60 personnes. C'est magnifique. J'espère que vous allez assister aussi nombreux pour les autres événements. Donc, demain, nous aurons un webinaire, toujours à la même heure, de 17h à 18h, sur les biocognitifs par et dans le coaching, animé par 2 personnes que vous connaissez certainement, M. Omar Belkhairi et M. Mohamed Rachid Belhaj. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mohamed Rachid Belhaj, c'est également mon mari. Après-demain, mercredi 20, de 17h à 18h, nous aurons le 3e webinaire qui va porter sur les apports de la PNL dans la pratique du coaching, animé par M. Chaké et M. Sharaf Dinbourlen, également coach. Le vendredi 21, nous aurons une conférence autour du thème psychologue et coach. Est-ce que c'est 2 métiers qui se complètent ou qui s'opposent? Donc, ce sera une conférence de 17h à 18h30, animée par M. Shafir, et également un psychologue clinicien qui intervient souvent avec Horizon RH, qui est M. Lourdeil. Cette conférence sera suivie par un ftor, donc on aura le plaisir de partager ensemble. Malheureusement, pour les personnes qui sont loin, on aurait bien voulu qu'ils soient présents également avec nous. Et puis enfin, pour finir en beauté, et pour faire aussi le plaisir au corps et pas seulement à l'esprit, on aura un rando coach. Ce sera une randonnée de 1h30 à Perdicaris. Donc, ce sera samedi 23 de 16h30 à 18h. Et on sera accompagné d'un coach sportif. Voilà. Donc, on compte sur vous pour être très nombreux parmi nous et avec nous. Et toujours dans la même bonne ambiance. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Horizon RH pour toutes les questions que vous pouvez avoir sur les formations sur la T ou même sur les autres types de formations. Également, Madame Chevalier Christine, nous, on a l'habitude de l'appeler Christine tout court, tellement l'ambiance est très décontractée entre nous. Donc, si vous voulez contacter Madame Christine ou Christine, n'hésitez pas à contacter Horizon RH, donc elle transmettra. Et puis voilà, donc, je vous remercie encore. Merci pour tout, merci pour votre présence jusqu'au bout. Voilà. Merci à tous, bon vent. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci à tout le monde. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Merci tout le monde. Ouais. Et peut-être rendez-vous quelque part. Demain. Inch'Allah, demain. Deuxième webinaire. Non, oui.